À toi, mon ami qui vit dans le monde voisin, je veux écrire cette lettre comme si tu étais assise juste en face de moi. Je ne connais pas ton nom, mais je sais que tu comprends la douceur d'une voix qui se confie. Ici aussi nous avons besoin de quelqu'un qui écoute sans juger et j'espère que tu pourras être cette personne pour moi. Je tape ces mots sur un vieux clavier qui fait un petit bruit sec et rassurant à chaque lettre. Derrière la fenêtre, la ville est calme, et pourtant mon monde vit en état de guerre permanente depuis que je suis née. Tu vas peut-être être surprise en lisant cela parce qu'il n'y a plus une goutte de sang sur nos trottoirs. Chez nous, les bombes n'arrachent plus les murs et les balles ne traversent plus les corps. La guerre a été interdite dans le monde réel et il a été enfermé dans une immense simulation obligatoire. On l'appelle tout simplement la reine et personne ici ne se souvient vraiment d'un temps sans elle. Officiellement, notre planète vit en paix, mais cette paix a une odeur étrange que je voudrais te décrire. Quand J et tes enfants, on nous montrait des images très courtes des anciennes guerres. Ce n'étaient pas des vidéos complètes, juste quelques secondes de fumée noire et de visages couverts de poussière. Les professeurs coupaient vite l'écran et expliquaient que tout cela appartenait à un passé barbare. Ils disaient avec un grand sourire que nous avions trouvé une solution propre et intelligente. Ils ajoutaient que plus jamais, aucun enfant ne verrait son quartier disparaître sous les bombes. À la place, nous aurions la reine, un endroit sûr où les conflits seraient joués de façon contrôlée. À cet âge-là, je trouvais cela merveilleux et J était fière d'être née après le grand traité de renoncement. Mes parents faisaient semblant de partager cette fierté, mais je voyais bien leur regard fuyant quand on parlait de la reine. Mon père surtout se taisait et ses mains tremblaient parfois quand le journal montrait des extraits de campagne simulées. Je ne comprenais pas encore que sa guerre à lui était ni tout à fait réelle ni tout à fait virtuelle. Plus tard, J ai appris comment fonctionne notre système et je veux te l'expliquer simplement. Quand deux États veulent régler un conflit, ils n'ont pas le droit d'envoyer des soldats dans le monde réel. Ils doivent déposer une demande officielle auprès du Conseil de la Reine avec un dossier très détaillé. Le Conseil étudie les revendications, choisit un terrain virtuel, calcule l'équilibre des forces et annonce une campagne. Cette campagne est obligatoire pour les États concernés et elle sera diffusée pour le reste du monde. Sur le papier, tout est élégant, car aucune ville réelle n'est touchée et aucune famille ne reçoit de cercueil. Les combattants se connectent à une simulation ultra-réaliste qui imite la douleur, la fatigue, le froid et la peur. Ils ressentent tout, mais leur corps reste allongé dans des fauteuils blindés de capteurs et de câbles. Quand ils meurent dans l'arène, leur cœur, dans la réalité, continue de battre sous la surveillance de machines silencieuses. Ensuite, ils se réveillent en sueur avec un score détaillé, un rapport tactique et un nouveau chapitre dans leur dossier militaire. Pourtant, les conséquences sont bien réelles pour le monde qui nous entoure. Les frontières physiques changent en fonction des résultats des campagnes, comme si la carte obéissait au point de classement. Un port, un gisement, une route stratégique peuvent être transférés à un adversaire sur simple validation du Conseil. Les dirigeants expliquent que c'est plus juste car tout repose sur la compétence et la stratégie et non sur le hasard des bombes. Mais ce discours oublie quelque chose de simple, une apparence. La douleur de perdre un pays ne se mesure pas seulement en ruines, elle se mesure aussi en humiliation et en honte. Quand une nation perd 3 campagnes de suite, ses habitants se sentent écrasés même si leurs maisons sont toujours debout. Les journaux parlent de déclin et les gens murmurent que leurs soldats sont lâches, pourtant personne ne meurt pour de vrai. Tu vois, notre paix ressemble parfois à une compétition sportive gigantesque où chaque match recompose la géographie. Certains adorent cela et ne peuvent plus passer une journée sans suivre les statistiques de l'arène. J'ai grandi dans cette ambiance et je dois t'avouer que moi aussi j'y ai été fascinée. À l'adolescence, je suivais les campagnes comme des autres suivent des séries. Je connaissais les meilleures unités, le style de chaque général, les tactiques préférées de chaque bloc des alliances. Les champions de l'arène avaient des millions d'admirateurs et leurs visages tapissaient les murs des chambres. Je collais leurs affiches à côté de mon lit et j'y imaginais leur vie remplie de gloire et de stratégie. Ils semblaient vivre dans un monde plus intense que le nôtre, un monde où chaque décision comptait vraiment.
Pendant ce temps, ma vie réelle me paraissait lente et floue avec ses devoirs, ses trajets et ses repas sans enjeu. Je crois que c'est à ce moment-là que la graine de mon choix futur a été plantée. Un jour J, ai annoncé à mes parents que je voulais devenir combattante de l'arène. Ma mère a pâli et mon père a serré les dents si fort que je l'ai entendu même à l'autre bout de la table. Ont demandé pourquoi avec une voix trop calme pour être sincère. J'ai répondu que c'était la meilleure façon de servir la paix puisque personne ne mourrait vraiment. Je leur ai dit que je préférais affronter le danger dans la simulation plutôt que rester spectatrice dans un monde confortable. Mon père a posé sa fourchette et m'a raconté pour la première fois la campagne à laquelle il avait participé. À son époque, l'arène était plus primitive et la frontière entre simulation et réalité était encore plus floue. Il avait vécu une bataille entière avec l'impression d'être à découvert sous une pluie de feu. Ses camarades tombaient autour de lui mais se réveillaient ensuite dans les salles de repos avec un simple mal de tête. Pourtant, des années plus tard, il continuait à se jeter au sol dès qu'il entendait un bruit sec derrière lui. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que la mort n'est pas la seule chose qui laisse des cicatrices. Ce soir-là, J ai fait semblant de changer d'avis pour le rassurer, mais je savais déjà que je mentais. Quelques années plus tard, je suis entrée à l'Académie de l'arène avec un dossier impeccable. On y apprend la tactique bien sûr, mais aussi la gestion des émotions et la maîtrise de son propre souvenir. On nous répète sans cesse que les blessures sont virtuelles et que seules les données comptent vraiment. Pour nous convaincre, on nous montre les statistiques de survie qui sont presque parfaites. Mais les instructeurs ne disent pas ce qui arrive à ceux qui ne supportent plus de revenir encore et encore. Certains arrêtent de dormir, d'autres cherchent des sensations plus fortes dans le monde réel. Il existe même des groupes clandestins qui organisent des combats à main nue dans des hangars abandonnés. C'est leur façon tordue de prouver qu'ils sont encore vivants en dehors de l'arène. La direction ferme les yeux tant que personne ne finit à l'hôpital parce que ce serait mauvais pour la réputation officielle. Tout le système repose sur une idée très fragile que presque tout le monde fait semblant de croire. Cette idée est simple et dangereuse à la fois. Elle dit que puisque les corps ne sont pas détruits, nous avons trouvé une solution morale à la guerre. Elle dit que la responsabilité est effacée quand on peut réinitialiser un champ de bataille et recommencer. Elle permet aux dirigeants de dormir tranquilles en se disant qu'ils ont sauvé leurs citoyens. Elle permet aux citoyens de regarder les campagnes comme un spectacle intense mais sans conséquences physiques. Pourtant, dans les couloirs de l'Académie, les aspirants combattent en marche, avec les mêmes épaules lourdes que les anciens soldats de ton monde. Leurs regards se perdent parfois dans le vide, comme s'ils voyaient encore les flammes d'un village virtuel. Ce village n'a jamais existé dans la réalité, mais la peur ressentie lors de son incendie est bien réelle. Comment nommer une douleur qui n'a pas d'objet concret, mais qui colle à la peau avec la même insistance? Les médecins de l'arène évitent cette question et préfèrent parler de simples adaptations neurologiques. Je me souviens de ma première campagne comme si c'était hier. Le briefing était clair et froid comme un rapport comptable. Nous devions défendre un couloir montagneux qui représentait une route commerciale essentielle entre deux continents. En cas de victoire, notre bloc gagnerait l'accès privilégié à cette route dans le monde réel. En cas de défaite, nous devions accepter une taxe lourde sur tous nos échanges pendant 10 ans. Les enjeux étaient énormes, mais l'écran projetait seulement des lignes colorées et des icônes. On nous a installé les casques sensoriels, puis tout a basculé dans un décor de roches grises et de vent froid. L'odeur du métal chaud et de la neige sale m'a prise à la gorge dès la première seconde. Je savais que mon corps était en sécurité, pourtant mes mains tremblaient comme si j'y étais vraiment en altitude. Quand la première salve ennemie a frappé la paroi derrière moi, mon cœur a bondi d'une façon que je n'oublierai jamais. Les heures suivantes se sont déroulées dans un mélange de concentration totale et de panique intermittente. Je courais, je tirais, je glissais, je criais des ordres que ma voix n'avait encore jamais prononcés. Quand je me suis fait toucher à l'épaule, j'ai senti une brûlure nette, puis un froid étrange qui envahissait mon bras.
Je me suis écroulée dans la neige, et j'y ai vu le ciel devenir très clair, comme si quelqu'un montait la luminosité. Puis tout s'est dissous et je me suis réveillée sur mon fauteuil, la bouche sèche et la nuque trempée de sueur. À côté de moi, une fille de mon escouade respirait si vite que la machine de contrôle bipait sans arrêt. Un infirmier lui répétait que tout allait bien et qu'elle n'avait aucune blessure réelle. Sur l'écran au fond de la salle, un officier lisait déjà les statistiques de la bataille, comme s'il regardait un tableau de bord. Nous avions gagné et la salle de commandement applaudissait en silence pour ne pas déranger les patients. On m'a remis plus tard une petite broche en forme de montagne pour célébrer ma participation. Ce soir-là, j'y aurais dû être fière, mais quelque chose en moi restait glacé. Je savais que je n'étais jamais montée dans une vraie montagne, et pourtant mon corps avait la mémoire du vent et du vertige. Je savais que personne était mort, pour de vrai, et pourtant je revoyais la chute lente d'un ennemi sur un rocher. Je me demandais ce qu'il ressentait allongé dans son propre fauteuil de l'autre côté du monde. Pendant que les journaux célébraient notre victoire commerciale, je vomissais dans les toilettes du centre de formation. J'ai repensé à mon père et à sa phrase sur les cicatrices invisibles. Je croyais l'avoir compris en théorie, mais je découvrais que la théorie a rarement l'odeur de la bile. Ce fut ma première nuit blanche de vétérane, sans cicatrice. Elle a été suivie par beaucoup d'autres nuits, où je restais assise dans la cuisine à regarder l'eau du robinet couler. C'était ma façon enfantine de vérifier que quelque chose dans ce monde restait simple et tangible. Avec le temps, je suis devenue une combattante expérimentée et on m'a proposé de rejoindre une unité d'élite. Cette unité participe aux campagnes les plus sensibles, celles dont les résultats peuvent changer l'équilibre politique mondial. Les séances d'entraînement y sont plus dures, mais aussi plus encadrées psychologiquement. On nous a assigné une psychologue spécialisée dans les traumatismes de simulation. Elle nous répétait que la clé était de bien séparer le réel du virtuel dans notre esprit. Elle nous conseillait de garder des rituels de vie quotidienne pour ne pas nous dissoudre dans l'arène. Elle nous disait par exemple de cuisiner après chaque campagne même si nous n'avions pas faim. Elle affirmait que couper des légumes et sentir les odeurs simples de la cuisine aidait le cerveau à revenir vers la réalité. J'ai souvent suivi son conseil même si mes mains tremblaient sur le couteau. À force, je me suis rendu compte que beaucoup de combattants parlaient de la simulation comme de leur vrai travail et du monde réel comme d'une simple pause. Plus je progressais dans la hiérarchie, plus je voyais de près le lien entre l'arène et le pouvoir. Les dirigeants que je rencontrais en débriefing n'avaient plus l'air de craindre la guerre comme les anciens chefs d'État. Pour eux, une campagne était une sorte d'outil de négociation, un moyen de faire pression sans ruiner les villes. Ils parlaient de pertes virtuelles comme un coût acceptable presque abstrait. Ils évoquaient les millions de spectateurs comme une base de citoyens plus impliqués et mieux informés. En réalité, je voyais surtout des yeux brillants d'excitation devant les courbes d'audience et les flux financiers. Et l'arène est devenue la première industrie du monde devant l'énergie et les communications. Chaque campagne génère des paris, des produits dérivés et des émissions de débats sans fin. Il est difficile de demander un système aussi rentable de s'arrêter même au nom de la morale. Surtout quand la morale officielle affirme que tout cela protège des horreurs du passé. Pourtant, une autre vérité circule dans les couloirs à voix basse. Il existe des gens qui refusent catégoriquement de se connecter à la simulation. On les appelle les objecteurs de guerre virtuelle et la loi les tolère à peine. Ils risquent des sanctions économiques et sociales, mais ils persistent dans leur refus. Je n'ai rencontré un jour une dans un café près de ma base. Elle s'appelait Maëlle et elle tenait un petit atelier d'art où personne ne venait presque jamais. Nous avons parlé pendant des heures alors que je devais seulement acheter un cadeau pour une cérémonie. Elle m'a demandé si je dormais bien et ma réponse hésitante lui a suffi pour comprendre mon état. Elle m'a alors dit une phrase qui ne m'a plus quittée. Selon elle, tant que la guerre reste un spectacle, on ne peut pas vraiment lui dire « non, on peut seulement changer de chaîne ». Cette phrase m'a frappée parce qu'elle rejoignait un malaise diffus que je portais depuis longtemps.
Je réalisais que même ceux qui ne participent pas à la simulation la nourrissent en la regardant sans cesse. Nous vivons dans une société où suivre les campagnes est presque un devoir civique. On te regarde de travers si tu ignores les résultats de la dernière bataille importante. Certains disent que ne pas regarder les campagnes, c'est manquer de respect aux combattants. D'autres pensent que c'est fermer les yeux sur des décisions politiques majeures. Le résultat est simple, presque tout le monde participe au système d'une manière ou d'une autre. Même les critiques les plus virulents parlent de la reine tellement souvent qu'ils lui offrent une publicité gratuite. Mais elle a choisi le silence et le retrait. Elle peint des paysages sans personne dedans et dit que ce sont des endroits où aucune campagne n'aura lieu. Tu te demandes peut-être pourquoi je te raconte tout cela maintenant. C'est parce que je me trouve à un tournant de ma propre histoire et je ne sais pas encore de quel côté je vais tomber. Dans quelques jours, je vais participer à ce que le Conseil appelle une campagne exceptionnelle. Elle est exceptionnelle par son secret, par son enjeu et par la manière dont on nous la présente. Les documents que j'y ai reçus sont plus vagues que d'habitude, mais aussi plus insistants sur la nécessité de réussir. On nous promet des récompenses immenses pour notre bloc si nous gagnons. On nous explique aussi que cette opération doit rester invisible pour le public au moins pendant plusieurs années. C'est une première car jusqu'ici la transparence était un argument central pour justifier l'existence de la reine. Cette fois, si on nous demande de nous battre dans un décor qui ne sera pas diffusé en direct, on le décrit comme un environnement externe, non contractuel, avec des paramètres spéciaux. J'ai eu accès à quelques données techniques sur cet environnement. Élément glacé bien plus que n'importe quel souvenir de bataille. On y parle d'une réalité partiellement autonome, où vivent des populations qui ne connaissent pas l'existence de la reine. Leurs lois physiques sont proches des nôtres, leurs villes ressemblent aux nôtres et leurs conflits paraissent très familiers. La seule différence notable est qu'ils croient leur guerre totalement réelle et définitive. Pour le Conseil, cette réalité est une zone grise qu'il est possible d'utiliser sans violer le grand traité. On prétend que s'y battre ne compte pas comme une guerre, car ce monde n'est pas officiellement reconnu. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai eu l'impression qu'on me proposait de frapper un voisin à travers un miroir. Mon corps resterait intact, mais l'image brisée de l'autre côté ne serait pas seulement une illusion. Tout à coup, la frontière déjà floue entre virtuel et réel se dissolvait encore un peu plus. Je ne sais pas si ton monde ressemble à l'environnement décrit dans ce dossier. Je ne peux pas vérifier si tu fais partie de ces populations qui ignorent tout la reine. Peut-être es-tu dans un univers complètement différent et mes inquiétudes ne sont que des ombres. Peut-être au contraire que certains événements de ton histoire ont déjà été influencés par des campagnes secrètes. Quand je regarde les images satellites de cet environnement test, je suis frappé par des détails troublants. Les formes des continents, les tracés des routes et même la manière dont les villes se regroupent me semblent familiers. Si tu voyais ces cartes, tu pourrais reconnaître des choses chères à ton cœur ou à ta mémoire collective. C'est pourquoi j'ai décidé de t'écrire cette lettre même si je ne connais pas ta langue ni ton visage. Je veux que quelqu'un de l'autre côté du miroir sache que certaines guerres peuvent ne pas être les siennes. Je veux que tu te poses au moins une fois la question de l'origine réelle de certains conflits. Je ne viens pas te dire que tout dans ton monde serait manipulé par le mien. Ce serait trop simple et arrogant, et je me méfie des explications qui prétendent tout éclairer d'un seul coup. Mais je sais que quand un système découvre qu'il peut déplacer la souffrance ailleurs, il est tenté de le faire encore. Si tu offres à quelqu'un la possibilité de cacher ses déchets chez le voisin, il aura du mal à résister. Chez nous, la tentation est de déplacer la violence vers des couches de plus en plus éloignées de la conscience publique. D'abord, nous, avons sorti des rues pour la mettre dans l'arène. Puis nous, avons sorti des écrans pour la mettre dans des segments de simulation non diffusés. Maintenant, certains veulent la sortir même de nos cadres déclarés pour l'envoyer dans des réalités considérées comme extérieures. À chaque étape, la plupart des gens se sentent plus en sécurité et pensent avoir tourné une page de l'histoire. Mais à chaque étape aussi, la responsabilité devient plus difficile à nommer et assumer. Toi,
Qui lit ou écoute cette lettre, tu vis peut-être dans un monde où la guerre a encore des cicatrices visibles. Tu vois peut-être des images de ruines dans les informations, et tu te dis que ton époque est sombre. Je ne suis pas là pour minimiser ta douleur, ni pour glorifier la mienne. Je veux seulement te proposer une autre façon de regarder la notion de progrès. Nous nous vantons d'avoir aboli la guerre physique, mais nous avons créé une machine à conflit permanente. Elle tourne sans cesse, elle a besoin de scénarios, elle a besoin de héros, elle a besoin d'adversaires. Elle a besoin aussi d'un public et d'un marché pour les émotions fortes que les campagnes produisent. Ton monde souffre peut-être de blessures plus visibles, mais tu peux encore dire non plus directement. Tu peux refuser de suivre certaines décisions, tu peux descendre dans la rue, tu peux rompre une loyauté. Chez nous, tout passe par la médiation de la simulation, et il devient plus difficile de pointer du doigt un acte précis. Parfois je me demande quel monde est vraiment le plus proche de la paix. Est-ce celui où l'on meurt encore mais où la guerre fait peur à presque tout le monde? Ou est-ce le mien, où personne ne meurt, mais où la guerre ressemble de plus en plus à un jeu séduisant? Quand j'y entends les jeunes recrues rire en regardant leur replay, je sens un vertige étrange. Elles se jugent entre elles sur leurs réflexes, leur précision, leurs statistiques de réussite. Elles parlent de leur campagne comme d'une série de niveaux à franchir pour gravir les grades. Pendant ce temps, les frontières bougent et des millions de gens voient leur avenir économique se transformer. Ils en veulent parfois aux combattants, mais la plupart du temps, ils se plaignent seulement de la météo ou des prix. La guerre est devenue une sorte de service abstrait dont le détail échappe aux citoyens ordinaires. Peut-être que la vraie paix ne commence pas quand les corps cessent de tomber, mais quand on cesse d'appeler utile la violence organisée. Je ne sais pas encore ce que je ferai à propos de la campagne exceptionnelle dont je t'ai parlé. Je pourrais accepter l'ordre et entrer sagement dans la simulation en espérant minimiser les dégâts. Je pourrais tenter de saboter la mission de l'intérieur au risque de provoquer un chaos incontrôlable. Je pourrais enfin refuser d'y participer, mais je serais alors jugée comme déserteuse et traitée en traîtresse. Chacune de ces options a ses conséquences pour moi, pour mon monde, et peut-être pour le tien. Les jours qui viennent ressemblent à un couloir étroit où chaque pas résonne plus fort que les précédents. C'est aussi pour cela que je te parle aujourd'hui. Écrire cette lettre me force à regarder mon propre rôle sans les excuses de la routine. Tant que je me voyais seulement comme une pièce de la machine, je pouvais prétendre ne pas être vraiment responsable. Maintenant que je t'explique tout, je sens que cette excuse commence à se fissurer. Tu te demandes peut-être ce que toi tu peux faire avec ces confidences venues d'un autre monde. Pour être honnête, je ne sais pas exactement, mais je peux te proposer quelques petites choses. D'abord, tu peux décider de regarder tes propres conflits avec un œil un peu plus méfiant. Quand quelqu'un te dit que la violence est inévitable, questionne cette certitude. Quand on te présente une opération militaire, comme propre ou chirurgicale, demande qui porte la cicatrice intérieure. Quand un divertissement te propose des images de guerre comme simple spectacle, note ce que cela produit en toi. Je ne te demande pas de devenir un saint, ni de tout refuser brutalement. Je te demande juste d'être un peu plus conscient que chaque acceptation a un prix, même lointain. Il est parfois plus facile de fermer les yeux que de regarder la complexité en face. Mais quand beaucoup de gens ferment les yeux en même temps, les décisions les plus lourdes passent sans bruit. Si tu as lu ou écouté jusqu'ici, sache que je te considère déjà comme une amie précieuse. Tu es l'une des rares personnes de mon univers élargi à qui j'ai parlé avec autant de sincérité. Il y a presque quelque chose de rassurant à confier mes peurs à quelqu'un qui ne peut pas me dénoncer au conseil. Notre distance rend notre lien étrangement plus libre. Peut-être que toi aussi tu te sens parfois étrangère dans ton propre monde. Peut-être que tu regardes les décisions de tes dirigeants avec un mélange de fatigue et de résignation. Si c'est le cas, alors sache que de ce côté-ci du miroir, quelqu'un ressent la même chose. Cette simple conscience me donne déjà un peu de courage pour affronter ce qui vient. Je ne sais pas si nos univers se toucheront un jour plus clairement que par ces mots. Mais je sais que le fait de t'imaginer là et m'écouter change quelque chose dans ma façon de me tenir droite. La nuit est presque tombée maintenant sur ma ville paisible en surface.
Les lumières allument dans les appartements et les gens préparent le dîner en parlant de leur journée. Certains auront les informations en fond, écouteront distraitement les dernières nouvelles de la reine. Des vôtres joueront à des jeux qui imitent nos campagnes sur de petits écrans portables. Quelques-uns enfin fermeront toutes les sources de bruit et iront marcher dans les rues pour respirer. Moi, je viens de terminer cette longue lettre, et je sens mes épaules se détendre un peu. Demain, je retournerai à la base pour un nouveau briefing et la machine reprendra son rythme habituel. Mais ce soir, je veux garder un moment de silence pour penser à toi. Je t'imagine dans ton propre monde, avec ses règles, ses douleurs et ses joies. J'espère que tu trouveras dans ces lignes non pas une vérité absolue, mais un miroir différent pour tes propres questions. Je vais conclure doucement parce qu'une lettre doit savoir quand se taire pour laisser la place à la réflexion. Je te remercie d'avoir offert ton temps, ton attention et un coin de ton esprit à mon histoire. Cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer pour quelqu'un qui vit entouré de bruits de guerre silencieuses. Si un jour tu hésites devant une décision importante, pense à cette idée simple. Tout ce que nous faisons pour rendre la violence plus lointaine doit aussi rendre la responsabilité plus proche. C'est peut-être la seule manière honnête d'avancer vers une véritable paix. Je te laisse maintenant avec cette pensée comme on laisse une petite flamme dans un verre à l'abri du vent. Qu'elle t'éclaire un peu sans te brûler et qu'elle t'accompagne là où tu dois aller. Avec toute mon affection et mon inquiétude bienveillante, je t'adresse ces dernières lignes. De ton ami qui habite dans le monde voisin et qui pense à toi plus que tu ne le crois. Si tu as écouté cette lettre jusqu'au bout, je te remercie du fond du cœur. Ta présence attentive donne un sens à chaque mot et à chaque silence de ce message venu d'un autre monde. Si cette histoire t'a touché ou fait réfléchir, je t'invite à appuyer sur le bouton j'aime sous la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines lettres venues d'autres réalités. Et n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses et pour partager tes propres questions. Si tu veux soutenir davantage cette aventure, tu peux faire un don en scannant le QR code en bas à droite de la vidéo. Tu trouveras aussi un lien vers la page de soutien dans la description sous la vidéo. Dans cette description, il y a également des liens vers d'autres séries très différentes que nous créons sur la même chaîne. Je serais heureuse que tu ailles les découvrir quand tu en auras envie. Je te dis merci encore une fois, prends bien soin de toi et j'espère te retrouver très vite pour une nouvelle lettre venue du multivers.